sexuelle et du genre. C'est lui qui offre notamment des formations pour aider les professionnels à offrir des services plus accueillants et plus inclusifs envers les personnes aînées LGBTQ+. Il sera accompagné de Nelson Oyeda, j'espère que je le nomme bien, président du Forum des citoyens aînés de Montréal. Nelson est président du Forum des citoyens aînés de Montréal. Il organise organisme qu'il représente auprès de la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Il est également actif auprès de l'AQDR nationale, entre autres, dans les dossiers liés à la diversité. Il coordonne également la table aînée de Parc Extension, expert des questions de services communautaires dédiés aux aînés issus de l'immigration. Il est souvent appelé à donner son avis sur ces enjeux. Il a récemment participé à une commission parlementaire sur la maltraitance et au lancement d'un avis du Conseil interculturel de Montréal. Je crois que messieurs Nelson et Julien ont décidé de faire une présentation sans PowerPoint, ce que je salue d'ailleurs, qui est jamais évident, mais on va donc, je vais leur laisser la parole, je vais les mettre en évidence comme j'ai fait avec les autres présentateurs et je leur laisse la parole pour les 15 prochaines minutes. Ensuite, quelques questions, puis on pourra ensuite aller en atelier. Voilà, à vous la parole. Bon, c'est parfait. Je suppose que c'est moi qui commence. Voilà, oui. Donc, effectivement, dans s'encadrant dans le temps, là, on a essayé de faire les plus concentrés possible pour donner le temps suffisant à la participation, surtout la participation de tout le monde, qui est celle qui nous intéresse le plus. En fait, la diversité, surtout dans ces sociétés, est une valeur ajoutée. Parce qu'en effet, depuis le début, la diversité est constitutive de la société québécoise. Et c'est quelquefois un fait qui est souvent oublié. Parce que le Québec est constitué par un ensemble de personnes qui diffèrent les unes des autres, soit en mode d'expression, soit à partir des expériences, par les origines géographiques, les socioculturels, les religieux, les âges, les sexes, les orientations sexuelles, la situation ou les responsabilités des parents, les statuts d'immigrants, les statuts autochtones, la situation d'handicap, la langue, la culture, la situation économique. En fait, c'est vraiment encore vraiment une richesse globale. Parce qu'en fait, le respect de la diversité est le fait d'accepter que tout le monde soit différent. Ce fait ne devrait pas mener à la division, mais bien plutôt à l'enrichissement réciproque. Même, il y a les programmes gouvernementaux qui favorisent la participation de tous à l'essor du Québec. Se font des efforts dans tous les secteurs de la société pour la reconnaissance et la valorisation de la diversité et que soit accompagné des efforts concertés pour assurer l'inclusion de divers groupes visibles ou invisibles qui font partie de notre société. En fait, la diversité est un fait, alors que l'inclusion est un choix. La diversité revient à s'entourer de personnes différentes. L'inclusion revient à travailler avec des personnes différentes sans leur faire remarquer qu'elles sont différentes. Dans ce cadre-là, nous, on comprend bien ce qui est toute la caractérisation diverse du Québec et de notre société et nous là-dedans. Donc, on va commencer pour partager une de ces caractérisations avec Julien qui va nous faire part d'une des réalités différentes. Julien.
Julien, Merci. je vois que tu m'interpelles, mais moi, je vous laisse aller. Je n'avais pas la consigne de vous poser des questions. Alors, Ah, parfait. Bon, ben, on va improviser avec Nelson. On va se poser les questions à nous-mêmes dans super. ce cas-là. Donc OK. là, on nous posait la question, donc c'est quoi les besoins et les enjeux spécifiques des aînés? Et en ce qui me concerne, donc des besoins et enjeux spécifiques des aînés qui sont LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels et trans. Et pour être très rapide sur ces enjeux-là, l'enjeu numéro un, en fait, c'est que c'est des personnes qui sont complètement invisibles ou très, très largement invisibles. On parlait des milieux d'hébergement tout à l'heure. Les milieux d'hébergement à Montréal, par exemple, quasiment personne n'ose dire qu'ils sont LGBT. C'est-à-dire que ces personnes sont contraintes à retourner dans le placard, à s'invisibiliser et à tenter de dissimuler à tout prix qui elles sont, quelles sont leurs orientations sexuelles ou leur identité de genre. Alors, on pourrait se dire, oh, bah, ça, après tout, est-ce que c'est nécessaire de le dire ou de ne pas le dire? En fait, quand on est une personne qui n'est pas LGBT, sans s'en rendre compte, on divulgue son orientation sexuelle tous les jours. On le fait tous les jours sans s'en rendre compte. C'est neutre quand on est une personne hétérosexuelle, donc on ne se rend pas compte qu'on le divulgue, mais quand on est une personne homosexuelle ou une personne trans, on le divulgue tous les jours sans s'en rendre compte, sauf qu'on n'est pas trop sûr de est-ce que c'est sécuritaire ou pas de le dire. Il ne faut pas oublier que les personnes âgées, elles ont vécu dans une société où elles ont dû cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, sinon leur vie était en danger. Hein. C'était la prison, c'était la perte de son emploi, c'était la perte de son logement, c'était des traitements médicaux qui pouvaient être apportés à ces personnes-là. Donc leur mécanisme de défense, hein, c'est vraiment de dissimuler à tout prix qui elles sont quand elles ne sont pas trop sûres de est-ce que le milieu est accueillant ou sécuritaire. Et pour conclure, cette invisibilité, c'est largement documenté dans les études, elle a des impacts très graves sur le bien-être de ces personnes, leur santé, leur taux d'idéation suicidaire. C'est des personnes qui sont beaucoup plus isolées socialement que la moyenne, ce qui a un impact sur leur exposition à la maltraitance. Et c'est aussi des personnes qui accèdent moins aux services sociaux et aux services de la santé par crainte de ne pas forcément être à l'aise, de être qui elles sont, de devoir mentir sur leur situation, etc. Donc voilà un peu ce qui conclut les réalités des personnes aînées qui sont LGBTQ+. Pour vous donner un aperçu de combien elles sont, c'est à peu près une personne aînée sur 10 qui est LGBTQ+, et ce 10%-là, je pense qu'on peut en convenir, est très, très, très largement contraint à l'invisibilité faute d'efforts d'inclusion des milieux. Et puis, je répondrai à une deuxième question plus tard sur quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ça. Bon, c'est parfait. Donc, pour établir aussi les cadres de ce qui est la diversité ethnoculturelle, il y a le fait qu'à cause des besoins primaires et de maintenance de la société québécoise, elle est obligée d'avoir recours à l'immigration pour répondre aux exigences qu'elle doit assumer. Puis les immigrants qui arrivent au Québec sont originaires d'innombrables groupes sociaux du monde entier avec une grande diversité de caractéristiques ethnoculturelles. Puis, on doit également reconnaître le fait que des associations et des regroupements dans l'identité première des immigrants vont inévitablement se former. La tendance de ces regroupements est de garder leur langue et leurs us et coutumes en constituant en général des communautés culturelles organisées en fonction des caractéristiques spécifiques et des intérêts de chaque groupe. Ces trois éléments, immigration, groupe, diversité ethnique et communauté culturelle, font partie d'une réalité de notre société actuelle. Pour nous aînés, en fait, c'est un conditionnement qui joue une valeur d'existence. C'est une valeur fondamentale de se retrouver avec ses origines. Et en grande partie, et pour grande partie d'entre eux, c'est aussi un refuge contre l'isolement. Donc, c'est très important de pouvoir établir
3 éléments pour tout ce qui est la participation et l'intégration des communautés culturelles et de l'immigration dans la société québécoise. Il faut y penser aussi que de toute l'immigration qui arrive ici, les 80% de cette immigration-là reste dans les grandes villes. Et de ces 80%, les 70% restent à Montréal. On a plus de les 19% de toute cette immigration-là, ce sont des aînés de 65 ans et plus. Donc, l'enjeu est assez important. C'est assez important surtout ce que nous, on pense qu'il doit être poussé en avance, c'est d'un côté l'intégration, l'implication citoyenne et la participation sociale. Parce qu'on parle beaucoup d'intégration des immigrants au Québec, mais on pense surtout à ce qui est l'apprentissage du français et l'intégration des immigrants au marché du travail. Mais il y a aussi tout ce qui est l'harmonisation interculturelle qui doit se situer au niveau des relations et de construction de sociétés. La grande problématique des aînés, surtout, s'établit aujourd'hui au niveau de ce qui est le revenu. Vous savez que plus de 30% des aînés vivent avec 18 000 $ par année. Donc, c'est très peu. Il y a aussi le logement. Le problème du logement au niveau des aînés est grave, surtout à ce moment-ci, quand il y a aussi la pression des propriétaires qui essayent de les s'évincer de ces appartements, étant donné le peu par rapport au marché qu'eux, ils payent depuis des années là-dedans. Il y a aussi les problèmes de santé. Tout le monde connaît déjà ce qui est arrivé au CHSLD et toute la problématique qu'il y a eu là-dedans et qu'il y en a aussi dans les RPA. Et la maltraitance, encore un autre problème. Donc, heureusement, il y a des programmes qui sont bien développés au niveau provincial et dont on y participe aussi, et aussi tout ce qui est l'isolement pour les aînés. Globalement, toute cette situation-ci est celle qui caractérise la situation de nos aînés dans cette province et à Montréal. Maintenant, il est vrai qu'il y a des choses qui se font. Il y a des organisations qui existent. Il y a la spontanéité de la relation horizontale qui se fait, l'étape de concertation. En fait, la création d'éléments et des outils pour pouvoir assumer et pour pouvoir s'impliquer dans les solutions. Parce que ça, c'est une situation fondamentale. Il faudrait bien exiger que les aînés soient des sujets dans la définition des programmes et non pas des objets. Ce qui est important, c'est que les organisations, tous les organismes qui sont en première ligne et tous qui reçoivent la première problématique et les premières relations avec ce qui sont dans les groupes différents d'aînés, soient aussi tenus en compte pour l'établissement des programmes et pour l'établissement des solutions. Ça, comme synthèse globale. Donc, merci. Disposé à des questions. On va redonner la parole à Julien qui va s'auto-poser une question. C'est ça. Puis je comprends que Nelson a parlé des enjeux et des solutions. Donc, je vais juste parler des solutions. J'ai parlé des enjeux juste avant. J'apporterai une courte conclusion comme convenu. Donc, pour ce qui est des aînés LGBTQ+, donc là, par rapport à Nelson, c'est un enjeu assez différent parce qu'on est sur des minorités qui sont très largement invisibles. Donc, les réalités ne sont pas tout à fait les mêmes et donc les solutions ne sont pas tout à fait les mêmes également. Nous, la solution qu'on propose à la Fondation Émergence, et c'est le mandat qui nous est accordé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est vraiment d'accompagner tous les milieux aînés
à se sensibiliser sur le parcours de vie de nos aînés qui sont LGBTQ+, et comment on peut offrir des milieux plus inclusifs. Pour offrir des milieux plus inclusifs, il y a des bonnes pratiques qu'on peut adopter. Et pour les résumer en une seule, c'est vraiment d'être proactif dans l'inclusion de ces personnes-là. Sans s'en rendre compte, dans les milieux aînés, notamment dans les milieux d'hébergement, on maintient un tabou autour de cette question. Et parce qu'on maintient un tabou, le 10% de résidents LGBT n'osent pas en parler parce qu'ils reçoivent le signal de si c'est tabou, c'est que c'est toujours dangereux d'être moi-même, d'en parler à quelqu'un. Donc, c'est vraiment la responsabilité des milieux d'être proactif, de veiller à l'inclusion de ces personnes-là, de revoir leurs approches, et éventuellement éviter, par exemple, de genrer le partenaire d'une femme âgée, hein, plutôt que de poser une question sur son conjoint. On peut peut-être lui demander, êtes-vous en couple, êtes-vous célibataire, êtes-vous marié, partagez-vous votre vie avec quelqu'un, plutôt que de lui poser une question sur son conjoint, et donc de fermer la porte au fait que peut-être que cette femme partage sa vie avec une autre femme. Donc tout ça, c'est des petites bonnes pratiques qu'on peut apprendre très simplement à travers des formations et des outils de sensibilisation que l'on offre gratuitement à la Fondation Émergence. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Certains d'entre vous, je vois, on a déjà travaillé ensemble, mais c'est vraiment un travail de répétition là, pour inclure la diversité sur tous les plans. Puis pour conclure rapidement sur ce panel, je pense que, comme l'a dit Nelson, la diversité, c'est une richesse, c'est une valeur, donc c'est quelque chose qu'il faut valoriser avant tout. Par contre, parfois, pour la valoriser, pour avoir les bénéfices de la diversité, parfois, il y a un petit peu de travail en amont pour être sûr qu'on soit inclusif. Et ne pas être inclusif, ce n'est pas forcément être mal intentionné. C'est parfois, on ne se rend pas compte qu'on exclut des personnes sans s'en apercevoir. On parlait du pourcentage de personnes aînées immigrées à Montréal. Si on rajoute le pourcentage de personnes qui sont LGBTQ+, 10%, si on additionne toutes les minorités, on parlait des personnes en situation de neuroatypique dans le chat, si on additionne toutes les minorités, en fait, on est sur une majorité de la population. Donc, répondre à l'inclusion des minorités, c'est répondre à l'inclusion de la majorité des gens, puisque la majorité des gens vont appartenir à une minorité ou à une autre. Et il ne faut pas oublier la discrimination de base que toutes les personnes aînées subissent, c'est l'agisme. Donc, quand on rajoute à l'agisme du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, c'est là que les personnes deviennent extrêmement marginalisées puis accablées par plusieurs niveaux de discrimination. Donc voilà un petit peu pour conclure. J'espère que vous inclurez donc la question de la diversité dans les futures priorités. Ça peut être une priorité indépendante ou ça peut être une priorité à inclure dans toutes les autres priorités. Il y a différents... Ce n'est pas forcément quelque chose à traiter indépendamment du reste, la diversité. Ça peut aussi être quelque chose à inclure dans toutes les autres priorités que vous pourrez